Bien le bonjour, c'est Vianney. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode pilote d'une série de vidéos sur l'aviation. Oui, épisode pilote, aviation, t'as fait le lien. Hein. Quand on parle d'aviation au grand public, on se rend assez vite compte que c'est un domaine mal connu. Et si on demande aux gens de citer des noms d'avions, on va souvent retrouver les mêmes réponses. Boeing, Airbus, Canadair, Concorde, P-51, Corsair, Zero, F-16, F-35, Spitfire. Et dans le lot, il y a quand même assez peu de français. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup à dire à ce niveau-là. Mais, parler des machines françaises que tout le monde connaît vaguement, comme le Rafale, les Mirage, DR400 et Socata, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est pourquoi dans cette série, nous allons nous concentrer principalement sur les machines ratées, les projets fous et les prototypes malchanceux français. Oh merde, il est à l'envers. Et pour bien commencer, on va poser les bases en parlant des premiers avions Blériot. Bienvenue dans nos avions oubliés. Alors, Louis-Charles-Joseph Blériot, un Cambrésien né en 1872, est devenu célèbre pour avoir été le premier à traverser la Manche en avion le 25 juillet 1909 avec son Blériot 11. Et là, tu te dis... Bah ouais, mais s'il s'appelle Blériot 11, est-ce qu'il n'y en aurait pas eu 10 autres avant? Effectivement, bien vu, par contre, Blériot savait au moins compter jusque 12. 12? T'es sûr? Oui, 12, c'est pas une erreur, mais avant de rentrer dans le détail, on va planter le décor. Déjà en 1890, l'ingénieur français Clément Ader, qui a développé le vélo moderne, fait évoluer le téléphone de Graham Bell ainsi que les moteurs à vapeur, veut s'essayer au vol mécanique. Il dessine, construit et teste l'Éole, qui est équipé d'un moteur à vapeur, qui entraîne une hélice avec des pales en forme de plumes d'oiseau, le tout greffé sur un gros machin qui ressemble vaguement à une chauve-souris. Ouais, alors Ader c'est un petit peu le Batman de l'époque en fait. Pour essayer de contrôler tout ça, il utilise des manivelles qui viennent tirer des câbles pour déformer les ailes et faire ce qu'on appelle du gauchissement, ainsi que des pédales qui vont contrôler une gouverne verticale à l'arrière de la machine. Et fait intéressant, déjà à ce moment-là, il avait prévu une hélice et des ailes repliables pour faciliter le transport. T'es pas con Ader. Certains vous diront qu'il a fait les premiers vols de l'histoire, d'autres parleront de bons à peu près contrôlés. Je vais pas rentrer dans ce débat-là pour l'instant, ce qu'il faut retenir c'est que sa machine, il va la faire évoluer et qu'il va lui donner le nom avion. Oui, c'est le premier qui a utilisé le terme avion pour une machine volante. Spoiler, ce sera jamais vraiment très concluant, et de toute façon, il a dû arrêter ses essais en 1897, suite à un crash en présence de 2 généraux de l'armée qui étaient venus pour négocier un contrat. Mais bon, fallait bien commencer quelque part aussi. Dans le même temps, Octave Chanute, un ingénieur américain d'origine française, qui bosse pour les voies de chemin de fer, s'intéresse aussi aux machines volantes. Il crée des planeurs et fait des vols de pente à peu près réussis. Alors, grosso merdo, le vol de pente à l'époque, c'est tu te lances d'une colline et tu essayes d'arriver en bas dans le meilleur état possible. Il se rend compte que les machines biplans sont plus efficaces et il pense que c'est la meilleure façon de voler. Qu'est-ce que t'en dis, Lolo? En 1903, toujours aux États-Unis, les frères Wilbur et Orville Wright, oui, c'est le prénom des albatros dans Bernard et Bianca, maintenant tu sais pourquoi, qui sont ingénieurs et propriétaires d'un petit atelier de bicyclette, vont s'inspirer des travaux de Chanute pour créer leur Wright Flyer. Ils vont le motoriser avec un petit 12 chevaux qui va entraîner 2 hélices en métal, et ils vont réussir à le faire voler sur les plages de Kitty Hawk en Caroline du Nord. La grande idée qu'ils vont apporter à l'aviation, c'est de se pencher pour faire un virage, comme sur un vélo finalement. Et suite à ça, en 1904, tous les cinglés en France qui veulent voler vont essayer leur machine sur les plages de Berck dans le Pas-de-Calais. Et pourquoi ils vont à Berck et je sais pas moi, pas à la Ciotat ou quelque chose comme ça, au moins il fait beau là-bas? Tout simplement parce que les plages de Berck sont, en France, celles qui ressemblent le plus à celles de Kitty Hawk. Ok, d'accord. Et par contre, le rapport avec Blériot, je le vois pas bien, là. Bah justement. Notre bon Louis, à ce moment-là, il a diplôme d'ingénieur des arts et manufactures. Aujourd'hui, on appelle ça Centrale Paris. Il fabrique des phares automobiles qu'il a créés et brevetés, mais il s'intéresse déjà aux machines volantes depuis qu'il a vu l'avion 3 d'Ader pendant l'exposition universelle de 1900. En 1901, il construit et teste un ornithoptère, donc une machine qui bat des ailes pour voler, d'1,50 m d'envergure, équipé d'un moteur à acide carbonique liquéfié, c'est le même que dans le Coca. Ça marche à peu près, du coup il se lance dans la construction du même modèle, mais cette fois-ci à taille humaine. Par contre, les 3 moteurs qu'il a à sa disposition vont exploser avant d'avoir pu faire le moindre essai. Et on a envie de dire tant mieux finalement. Et pendant qu'à Berck, tous les gaz s'éclatent par terre plus ou moins violemment, il y en a un qui va proposer le premier vol officiel en public, c'est Gabriel Voisin. Ça intéresse énormément Louis qui va aller voir ça, et ça tombe bien, parce que Voisin s'intéresse aussi au Blériot 1. Malgré des caractères complètement différents, ils vont finir par s'associer en 1905 pour créer des aéroplanes. La première machine qui va ressortir de cette collaboration, c'est le Blériot 2, qui est un biplan planeur à flotteur, autrement appelé hydroplaneur.
Ils vont l'emmener à Billancourt pour le mettre sur la scène pour faire les essais. Gabriel Voisin est aux commandes et un bateau à moteur est chargé de faire le remorquage. Ça va foirer bien comme il faut, le planeur est complètement détruit et Voisin, lui, est légèrement blessé à la cuisse. Pour ne pas rester sur un échec, en 1906, ils vont donc sortir deux nouvelles machines. Donc pour commencer, le Blériot 3, qui est un biplan en tandem avec des ailes particulières. Bon, pour être un peu précis, ces ailes-là, on appelle ça des ailes à cellules elliptiques, mais on s'en fout. En fait, s'ils sont partis là-dessus, c'est parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure façon d'obtenir une machine stable. Et si vous vous demandez comment est-ce qu'ils voulaient contrôler cette machine-là, si vous regardez bien dans l'aile à l'avant, il y a des espèces de volets qui servaient à première vue à ça. Par contre, cette fois-ci, c'est plus du tout un planeur, il est équipé du tout premier moteur de l'histoire développé pour l'aviation, le moteur Antoinette 24 chevaux, qui ici va entraîner deux hélices en métal. Ils vont faire des essais près de Saint-Denis, sur le lac d'Anguien, ça s'écrit comme ça. Ils vont mettre donc la machine à l'eau, démarrer le moteur, pousser les gaz, ça avance et ça marche pas. Pas moyen de quitter la flotte, pas moyen de déjauger. Pas de soucis, le Blériot 4 arrive. En gros, c'est l'arrière du Blériot 3 avec à l'avant une nouvelle paire d'ailes. Et cette fois-ci, deux moteurs Antoinette 24 chevaux. Ouais, là on est sur une bonne grosse bête de course quoi. Malgré tout ça, le Blériot 4 n'arrivera pas non plus à déjauger. Donc ils vont virer les flotteurs, mettre des roues à la place et envoyer le tout à Bagatelle pour faire les essais. Non, c'est pas celui-là. Ça va foirer bien comme il faut, encore une fois, en grande partie à cause de la synchronisation des deux moteurs ensemble qui est assez compliqué à faire, et il finira de toute façon détruit en franchissant un fossé. En novembre 1906, un certain Santos Dumont, un riche brésilien qui vit en France et qui a déjà construit et piloté plusieurs ballons dirigeables, réussit à faire des vols de plus en plus longs et de plus en plus hauts avec son 14 bis. Et il vole dans ce sens-là. Alors attention, quand on parle d'un vol à cette époque-là, on n'est pas encore sur un Paris-New York. On est plutôt sur une centaine de mètres de distance pour 10-15 mètres d'altitude, et c'est un exploit. Surtout que le 14 bis est un avion assez particulier, à savoir un avion en configuration canard. Ça veut dire que les ailes et le moteur sont à l'arrière alors que le stabilisateur est à l'avant de la machine. Et lui, il est équipé d'un moteur Antoinette 50 chevaux. C'est aussi à cette période-là que Voisin et Blériot vont se séparer, entre autres parce que Voisin ne jure que par les biplans, alors que Blériot, lui, croit au monoplan et il veut en tester un. Ils fondent donc Louis Blériot Ingénierie Recherche Aéronautique, composé d'une dizaine de personnes qui sont quasiment toutes ingénieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, Louis, il a encore sa fabrique de phares, mais qui veut absolument voler. Du coup, il demande à son équipe de lui lancer un projet, ils en discutent et après c'est parti, mais il dessine pas les machines lui-même. Par contre, il impose une contrainte. Ce sera un avion monoplan. Un monoplan? Et c'est donc en 1907 que sort le Blériot 5 Canard. Du coup, c'est pas impossible qu'ils aient légèrement pompé les idées de Santos Dumont, mais en revanche, eux, ils gardent un moteur 24 chevaux pour l'instant. J'ai aussi trouvé un croquis qui a été fait de la main de Blériot lui-même, représentant un Blériot 5 Canard avec deux hélices, mais j'ai pas beaucoup plus d'infos que ça. Oui. Malgré pas mal de modifs apportés par Louis Blériot lui-même, cette machine ne sera jamais vraiment une réussite et finira détruite pendant un essai. Elle n'aura jamais dépassé les vols de 5 ou 6 mètres de distance. Et c'est pas très étonnant finalement, parce que quand on regarde un petit peu le Blériot 5, on se rend compte qu'il a quand même plusieurs problèmes dès le départ, à savoir une aile beaucoup trop complexe et à première vue pas très efficace, d'autant plus que sur un avion en configuration canard, la mise au point est assez délicate. Et là où Santos Dumont était resté sur des structures extrêmement simples, Blériot est parti beaucoup trop loin, avec en plus des gouvernes sous-dimensionnées et un train d'atterrissage beaucoup trop étroit pour rendre la machine vraiment efficace et stable au sol. Mais l'année n'est pas finie, on n'a toujours pas eu de mort, alors on continue. Et avant la fin 1907, les Blériot 6 et 7 vont sortir. Le Blériot 6, qui s'appelle Libellule à cause de ses ailes en tandem, est toujours motorisé avec l'Antoinette 24 chevaux, qui cette fois-ci placé à l'avant de l'avion. En plus de ça, on peut noter les ailerons au saumon. Sur un avion, ce qu'on appelle le saumon, c'est l'extrémité de l'aile. Qui sont assez novateurs pour l'époque. Et en plus, le train d'atterrissage est nettement mieux pensé que sur le Blériot 5. Et ce sera vite concluant avec les premiers vols de cette machine qui vont rapidement dépasser les 100 mètres pour 12 mètres d'altitude. Bien évidemment, elle va recevoir des modifications au fur et à mesure, mais c'est une bonne base, et la version bis passera les 180 mètres avec un Antoinette 50 chevaux. Mais au 18e vol, le moteur cale, et là, l'avion chute dangereusement et Blériot sait qu'il est dans la merde et qu'il va devoir tenter un truc débile. Notre bon loulou pour ça, il a pas peur. À 12 ou 15 mètres du sol, il se rend vite compte qu'il va falloir qu'il rééquilibre l'avion pour le ramener à plat et limiter les dégâts à l'impact. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il va devoir s'allonger à l'arrière du fuselage. L'avion sera détruit à l'impact, mais notre cinglé loulou s'en sort quand même relativement bien. Et là on comprend que c'est pas pour rien que Blériot on le surnomme aussi l'homme qui tombe toujours. Par contre, il faut reconstruire une machine, c'est le temps de sortir le 7. Il garde l'Antoinette 50 chevaux ainsi que beaucoup d'idées mises en pratique sur le Blériot 6 bis, mais il va remplacer les ailerons au saumon par du gauchissement.
comme Clément Ader l'avait fait sur son Éole et sur ses avions. Ce qui va l'obliger à installer ce qu'on appelle une cabane sur le fuselage qui va tenir les haubans et les câbles de commande. Et en plus de ça, l'aile arrière est beaucoup plus courte et le dièdre des ailes est nettement plus faible que sur le Blériot 6. Beaucoup de dièdre, pas beaucoup de dièdre. Et la cabane, c'est ça ici qui tient les câbles de commande. Et là aussi, ça marche pas trop mal, parce que le premier vol fait presque 500 mètres de distance. Le succès de cette machine s'explique notamment par le fait que l'aile adopte un profil quand même beaucoup plus efficace et beaucoup moins épais qu'avant. En plus de ça, les empennages à l'arrière commencent à avoir vraiment une bonne gueule et une bonne dimension, quoi. Partez pas tout de suite, hein, c'est pas si compliqué que ça. Le profil, c'est la forme particulière d'une aile qui permet de créer ce qu'on appelle une portance, qui est indispensable pour voler, et les empennages sur un avion, c'est comme sur une flèche en tir à l'arc. C'est ce qu'on trouve à l'arrière qui permet de stabiliser l'ensemble. Bien évidemment, cette machine sera modifiée, et pas qu'un petit peu, parce que l'avion qui à la base a une aile basse, va devenir aile haute. C'est pas rien comme modif. Malheureusement, pour le dernier vol, ce sera encore un crash, et le pilote, qui n'était pas Blériot à ce moment-là, aura la vie sauve grâce à la cabane sur le fuselage qui aura servi d'arceau de sécurité. À ce moment-là, Blériot se rend quand même compte qu'il y a un de ses pilotes qui a failli mourir, que lui, il a failli passer une paire de fois aussi, et que finalement l'aviation c'est quand même quelque chose de super dangereux, quoi. Lui, il a une femme, des gosses, et il se remet en question, et il se dit que il va arrêter là, quoi. Il va faire des phares automobiles. Ça, il sait faire. Puis il peut retourner à Cambrai, pour aller bouffer des bêtises. Parce que c'est bon, les bêtises de Cambrai. Non, je déconne, il fait tout l'inverse en fait. Il lâche sa fabrique de phares, et il va se dédier exclusivement à l'aviation. Il va donc mieux pouvoir suivre les projets de Louis Blériot, ingénierie, recherche et aéronautique, et pouvoir participer pleinement à la conception. Et puisque le Blériot 7 est mort, c'est le temps de sortir le 8, en début 1908. Et cette machine-là, dans la série des Blériot, c'est une évolution technologique majeure. Parce que oui, on retrouve effectivement les ailerons au saumon qui sont pas très beaux, qu'on a déjà vu sur le Blériot 6 précédemment, mais pour le reste, tout est neuf. L'aile est haute avec une belle envergure et un beau profil et une belle petite forme au bout, là, les saumons sont arrondis. En plus de ça, le train d'atterrissage est suspendu, et ça c'est une évolution mais capitale dans la série des Blériot. On retrouve aussi des plans horizontaux à l'arrière qui vont servir de profondeur comme on a déjà pu voir sur le Blériot 6 et le Blériot 7. Et avec ça, on retrouve aussi un fuselage qui n'est pas entièrement entoilé, qui va permettre de gagner de la masse. Pour le moment, là, on tient le bon bout. Par contre, l'axe moteur est trop long, et finira par casser avant le premier vol. Du coup, c'est quand même un petit peu con, mais bon. Bon, du coup, Blériot va virer le cône qui est à l'avant du fuselage, ce qui va lui permettre de raccourcir l'axe de l'hélice, et le Blériot 8 va devenir 8 bis. Et là, on commence à discuter vraiment sérieusement, parce qu'on enchaîne les vols de 5, 6 et même 700 mètres sans problème. Sauf que c'est quand même en ligne droite. Ouais, pour le moment, Blériot, il a encore jamais vraiment fait de virage, en fait. Ouais, donc la machine sera légèrement modifiée, histoire de pouvoir faire des virages correctement, ce qui va en plus permettre de faire ce qu'on appelle des circuits, aujourd'hui on appellerait ça des tours de piste, pour faire des vols de plus en plus longs et vraiment éprouver la machine. Malheureusement, le 8 bis connaîtra un crash suite à une rafale de vent à l'atterrissage. Bon, le 8 bis est fini, on sort le 8 terre et puis c'est réglé. Et celui-là, il va vraiment changer la donne, parce qu'il va facilement passer le kilomètre, et même bien plus. Alors par contre, il connaîtra quand même 2 crashs avant de faire des exploits, notamment un à cause d'une panne moteur, bon ça arrive, et un autre à cause d'une commande de profondeur montée à l'envers. En gros, tu tires le manche, l'avion il descend. Ouais, c'est un peu dangereux, ouais. Bref, le 8 TER elle apparaît, c'est pas un souci, et vu que Blériot c'est pas un blaireau, il va tenter un truc. Son premier voyage aérien. Il tente de faire Tourny-Artenay aller-retour, et il y arrive à 85 km/h de vitesse moyenne en se posant seulement 2 fois pour des petites réparations. Ça aurait pu être une première mondiale, mais malheureusement, Henri Farman avait fait Bouille-Reims aller-retour la veille. C'est quand même pas passé loin. Bref, le Blériot 8 c'est le début des bonnes choses, avec une petite trentaine de vols, et pas mal de prix gagnés, notamment des records de vitesse. Par contre, le pognon commence cruellement à manquer, et il va vraiment falloir renflouer les caisses, sinon les avions c'est fini pour Louis. Du coup, quand les Farwright viennent au Mans la même année pour faire des vols de démonstration du Wright Flyer, invités par une boîte française qui veut le fabriquer sous licence, Louis y va comme tous les autres cinglés français qui veulent voler. Il y a Gabriel Voisin, Henri Farman, Robert Hainaut-Pelterie et tous les autres. On va en reparler un jour. Cet événement, finalement, c'est un petit peu l'ancêtre du meeting aérien. Alors certains vont se foutre ouvertement de la gueule de la catapulte de lancement du Wright Flyer, parce que c'est un avion qui ne sait pas décoller tout seul, en fait il a besoin d'être catapulté pour partir. Et d'autres, dont Blériot, vont vite se rendre compte qu'en fait il y a beaucoup à apprendre de l'avance prise par les Américains. Et puisqu'en fin d'année, il y a le tout premier salon international de l'aéronautique qui va se passer au Grand Palais, aujourd'hui on appelle ça le salon du Bourget, qui promet lui offrir une excellente visibilité auprès des industriels aussi bien qu'auprès du grand public, Blériot donne tout ce qu'il a avec son équipe et ils vont proposer pas moins de 3 machines différentes. Le Blériot 9 qui est plus ou moins une évolution du Blériot 8, avec des ailes à gauchissement et non plus avec des ailerons au saumon, et une grosse nouveauté, un moteur Antoinette 65 chevaux refroidi par eau grâce à des gros radiateurs qui sont logés dans le train d'atterrissage. Par contre, les radiateurs c'est vraiment de la merde, ça pisse partout.
Il pisse tellement partout qu'on l'appelle l'arroseur municipal. Cet avion-là, il fera des essais de roulage et jamais plus, il pourra jamais voler. Le Blériot 10, qui est un énorme repompage de l'avion américain, mais avec 4 places, ce qui est une première. Par contre, Blériot, il aime pas du tout les biplans, ça on avait compris, mais il aime pas non plus les poursuites judiciaires pour plagiat. Du coup, cet avion, il ne va même jamais l'essayer. Et pour finir, le Blériot 11, qui est une belle évolution du Blériot 8, sur lequel on retrouve une aile à gauchissement. Ouais, il aime ça le gauchissement, le... Une profondeur avec des volets mobiles aux extrémités et une dérive monobloc, le tout à l'arrière du fuselage. Et à l'avant, on innove aussi avec un moteur 7 cylindres en éventail REP de 30 chevaux. REP comme Robert Eno Pelterie, qui était venu au Mans voir les frères Wright. Bon, le Blériot 11, du coup, en 1909, il tombe, il vole quand même. Bon, avec Blériot, ça, on commence à avoir l'habitude. Et finalement, c'est quand même une très bonne machine. Alors oui, c'est une très bonne machine, mais Loulou, il va trouver les ailes un peu courtes. Du coup, il va lancer le Blériot 12, qui est un peu plus grand que le Blériot 11, et qui est équipé d'un moteur ENV 35 chevaux, qui va permettre une première mondiale. Le premier vol avec un pilote et 2 passagers à bord. Passagers qui ne sont autres que Fournier, un aviateur de l'époque, et Santos Dumont, dont on a déjà parlé pour le 14 bis. Mais entre-temps, le Blériot 11 continue à évoluer en recevant notamment un nouveau moteur. Un moteur Anzani, tricylindre en W, qui développe environ 24 chevaux et qui a déjà prouvé sa fiabilité en tournant environ 1 heure sans s'arrêter sur une moto. Donc du coup, il sera légèrement modifié pour s'adapter à l'avion et surtout pour recevoir une merveille de technologie de l'époque, à savoir l'hélice bipale en bois chauvière. Ouais, elle est belle, ouais. Bon, les Blériot 11 et 12 sont tous les deux très performants, ça y a aucun problème. Par contre, du coup, Blériot sait pas lequel choisir pour aller sur les événements et sur les courses, du coup, il prend les deux. Et entre les mois de mai et juillet 1909, il va réussir à gagner des prix avec les 2 avions. Malheureusement, le moteur du Blériot 12 a un énorme défaut, c'est qu'il crache de l'huile. Alors vous me direz que pour un moteur du début du XXe siècle, c'est pas vraiment étonnant. C'est pas faux, sauf que là, c'est de l'huile bouillante, à tel point que pendant un vol en début juillet 1909, il va se faire cramer le pied gauche bien comme il faut, et l'avion va commencer à brûler. Il va réussir à le poser in extremis, et l'avion sera réparé. Par contre, Louis va refuser de se faire soigner tout de suite, et ça va lui valoir un surnom. La brute. Eh ben, on vient de faire le tour des 12 premiers Blériot. Du coup, j'espère que ça vous a plu, et puis, abonnez-vous, pouce bleu, machin. Puis, à la prochaine. Eh oh, attends 2 minutes là. Au début de l'épisode, tu parlais de la traversée de la Manche, tu vas vraiment pas en parler plus que ça? Oh, ok. Depuis 1908, un prix reste à gagner. Celui de 25 000 francs or proposé par le Daily Mail pour celui, et non pas celle, parce qu'à cette époque-là, des pilotes femmes, il n'y en avait quand même pas beaucoup, qui réussira le premier à traverser la Manche en avion. Alors ce prix il a une origine un petit peu plus complexe que juste la récompense d'un exploit. À cette époque-là, le gouvernement anglais voulait resserrer les liens avec la France en cas de coup dur. Et coup dur, il y aura parce que 14-18 arrive. Et le but du jeu, c'était donc de créer un symbole fort qui parlerait autant aux Anglais qu'aux Français, à savoir un pilote qui serait porté en héros. Bien évidemment, plusieurs vont se proposer pour tenter leur chance, mais un seul candidat vraiment sérieux va ressortir du lot. Un ingénieur franco-britannique qui a déjà travaillé sur les moteurs Antoinette, qui est riche, jeune et beau gosse, et qui a déjà traversé la Manche en ballon en 1905, Hubert Latham. Il va donc tenter sa chance le 19 juillet 1909, à bord d'un avion Antoinette 4 qui est équipé d'un moteur. Antoinette, c'est bien, vous suivez, de 50 chevaux, qui malheureusement va le lâcher un petit peu après le décollage, bon ça arrive, et il va être obligé d'amérir en urgence dans la Manche. Et il va attendre les secours, tranquillement assis sur son avion, dans la Manche, en fumant sa clope. Le mec est pas vraiment stressé, quoi. Le même jour, Blériot va s'inscrire officiellement pour tenter sa chance pour la traversée. Il va donc préparer le Blériot 11 et non pas le Blériot 12 parce qu'il a déjà eu un pied brûlé, il va arrêter les frais quand même. Et il va faire quelques petites modifications, notamment ajouter un flotteur dans le fuselage, en cas de problème, pas besoin de vous expliquer lequel. Surtout que notre bon Louis, là, il sait pas nager. Hein? Il arrive donc à Calais le 21 juillet 1909 avec des béquilles toutes neuves et un pied fraîchement soigné. Mais qui est quand même encore tout pourri. Sur ce coup-là, Loulou, avec son pied, il a quand même failli choper la gangrène. Latham, qui rencontre Loulou pour la première fois, lui annonce qu'il veut retenter la traversée et il lui propose donc, beau joueur, de faire ça comme une course, donc côte à côte, et ça deviendrait donc un exploit partagé. Et clairement, Loulou, il va lui répondre merde. C'est pas super sympa ça, Loulou. Bon, Latham, du coup, il est quand même un petit peu dégoûté, mais il se dit qu'en face, le gars, il est quand même sérieusement handicapé et que, du coup, la traversée, c'est gagné, quoi. Ouais, sauf que ça, clairement, c'est mal connaître Louis. Et le 25 juillet 1909, à 2h du matin, Blériot se rend compte que les conditions météo s'annoncent parfaites pour tenter la traversée.
Il va donc réveiller toute son équipe en urgence. Ouais, alors t'imagines la journée qui commence à 2h du matin avec ton patron qui te réveille pour aller bosser? Bref, ils sortent le Blériot 11, ils le préparent et ils font des essais moteurs, et à 4h du matin, il y a déjà du public qui est venu voir ce qui se passe. Le fabricant du moteur, M. Anzani, est venu en personne filer un coup de main aux équipes techniques de Blériot pour vérifier le moteur. Ils attendent plus qu'une chose, c'est que le jour se lève. Et à 4h35 du matin, c'est le départ. L'avion décolle et survole sans aucun problème les dunes de la plage de Stangat. La légende raconte aussi que Loulou aurait survolé l'hôtel de Latam pour aller le réveiller. Sympa le gars. Il file donc droit vers le bateau qui a pour but de le suivre pendant la traversée, sur lequel se trouve aussi Alicia Blériot, qui attend non sans stress le passage de son mari. Bon, Loulou va survoler le bateau sans problème, mais par contre il va le dépasser bien comme il faut, et le bateau pourra vraiment pas le suivre, il est beaucoup trop rapide. Suite à ça, Blériot va passer de longues minutes, perdu dans la brume, sans aucun point de repère visuel. Alors, je suis pas certain qu'il avait une boussole sur lui non plus. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais bon. Soudain, la brume se disperse. Blériot aperçoit les falaises anglaises, mais manque de bol, le vent est trop fort et l'empêche de les franchir. Il va finir par apercevoir des bateaux dans la Manche, et il va les suivre en se disant qu'ils vont certainement vers Douvres. Et il a bien fait. Arrivé au-dessus de la terre ferme, il finit par couper le moteur, et à se poser légèrement brutalement, suite à un vol historique qui pourtant n'a pas duré plus de 40 minutes. La première traversée de l'histoire d'une mer par un pilote avec son avion. Bon, le train atterrissage en a pris un coup, l'hélice aussi, mais c'est pas bien grave. Parce que là, Blériot, il vient de prouver que l'Angleterre n'a jamais été aussi proche de la France en quelques tours d'hélice. Il a été accueilli par le public anglais qui était venu célébrer l'événement sur place, et aussi par un journaliste français, Charles Fontaine, qui a fait croire à tout le monde sur le moment que c'est lui qui a indiqué où Blériot pouvait se poser en agitant un drapeau français sur les côtes anglaises, évidemment. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux, mais à ce moment-là, Blériot ne se sentait pas de démentir l'information en contredisant un organe de presse. Bref, notre bon Loulou, il vient de gagner les 25 000 francs hors du prix Daily Mail, donc il est quand même relativement content, hein, on le comprend. Et en plus de ça, il vient de décrocher pas mal de gros contrats, ce qui fait que le Blériot 11 va se vendre à plus de 1000 exemplaires, avec plusieurs variantes de moteur, de profondeur et de dérive. Et d'ailleurs, le pilote Adolphe Pégou va utiliser un Blériot 11 pour tester les premiers parachutes fonctionnels de l'histoire, et un petit peu par hasard, en même temps, il va faire les premiers loopings de l'histoire aussi. Et en bon français, un looping, on appelle ça une boucle. Ouais. Et quand on regarde bien, finalement, on se rend facilement compte que le Blériot 11, c'est quand même lui qui a posé les bases de ce que c'est qu'un avion dans sa configuration la plus classique, même encore aujourd'hui. Ce qu'on peut retenir finalement de toute cette histoire, c'est qu'en quelques années, les technologies vont évoluer de façon hallucinante, grâce à une poignée de fous furieux qui voulaient absolument voler, et de quelques ingénieurs qui avaient des idées à revendre. Notamment un certain Gustave Eiffel qui a quand même pas mal aidé sur ce plan-là. Et d'ailleurs, à peine 60 ans après la traversée de la Manche, l'homme marchait sur la Lune, et lui, il traversait l'Atlantique à 2 fois la vitesse du son. Et bien évidemment, avant de réussir à faire des machines performantes et fiables, il a fallu beaucoup d'échecs. Et évidemment, ça a coûté la vie à beaucoup de pilotes. Et c'est donc la fin de cet épisode pilote de la série Nao, nos avions oubliés. Je suis extrêmement content de pouvoir vous le proposer parce que ça fait plus de 2 ans que je mûris le projet, que je cherche la façon de le faire et je pense avoir trouvé quelque chose qui me convient. J'espère le faire évoluer aussi au fur et à mesure parce que bon, c'est un épisode pilote, il y a forcément des défauts, mais n'hésitez pas à me les signaler d'ailleurs. Parce que je suis un passionné, pas un expert, et je suis pas non plus un vidéaste pro, hein, je suis un amateur qui fait ça avec du matos comme il peut. Et voilà, l'épisode est un peu long, je pense que là on est à 30 minutes. Le but étant de poser les bases, on a pris son temps, on a quand même parcouru une bonne gamme d'avions complète, en sachant que les prochains épisodes seront normalement plus courts, étant donné qu'on va plutôt se focaliser sur une machine vraiment particulière. Et vu qu'on a posé les bases, on va essayer d'avancer dans le temps, et le but de la série Nao, ça va être d'aller des pionniers, ce qu'on vient de faire, et qu'on va continuer à faire dans les 2-3 prochains épisodes, jusqu'aux avions modernes et aux jets. Autant vous dire qu'il y a de la route à faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier, en espérant qu'elle vous ait plu. Et je vous dis encore merci, et à la prochaine.